Nous sommes ce matin ici pour parler de patrimoine, d'innovation. La première table ronde ce matin est consacrée à la médiation via les outils numériques. L'utilisation de l'imagerie médicale ou d'imagerie scientifique permet d'une part de créer du contenu, donc d'en savoir plus sur les collections elles-mêmes. Donc il y a un aspect scientifique et de conservation. Mais il y a un deuxième aspect, c'est de valoriser le contenu qui a été créé auprès du grand public. Un projet qui a été réalisé pour le British Museum à Londres sur la numérisation 3D par tomographie et rayon X d'une bonne partie de la collection égyptienne des momies du British Museum. On offre désormais aux visiteurs la possibilité d'aller explorer l'intérieur de ces momies, notamment d'en apprendre plus sur les techniques de momification utilisées par les embaumeurs à l'époque. Nous, on est surtout une plateforme de gestion de contenu qui va permettre aux clients de créer leur application sans avoir besoin des connaissances techniques liées à ce format. Le visiteur va se créer un profil utilisateur. En termes de ses aspirations, du temps dont il dispose, de ses centres d'intérêt, il va sélectionner un thème, une durée et avoir un parcours personnalisé à travers le musée. Urbanist existe de longue date, il a été lancé en 2003 et c'est le fruit d'une convention entre la mairie, l'État et la DRAC pour ce qui est de l'archéologie et la région pour ce qui est de l'inventaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé effectivement des données d'archéologie, des données d'inventaire, donc du bâtiment descriptif architectural et mobilier, et toutes les données que les archives peuvent avoir, donc notamment des photos anciennes, des cadastres anciens, puisqu'à Toulouse, on a la chance d'avoir un cadastre avant le cadastre napoléonien. Et en fait, ces choses-là, on a essayé de les mettre en valeur et de les présenter d'une façon un peu plus ergonomique, je dirais, que ce que ça pouvait être avant. On a développé aussi ce qu'on appelle des vues à 360, qu'on a appelé, nous, les objectifs grand angle, pour que ce soit un peu plus sympa. L'idée, c'était de faire passer le contenu des archives, enfin ce contenu qui était très riche, avec un support nouveau qui permettait, on va dire, de vulgariser un peu tout ça et surtout d'attirer l'attention. C'est quelque chose que seule la technologie peut révéler finalement, aujourd'hui. Exactement, on est sur une approche que même des Toulousains de leur propre quartier n'ont jamais pu voir. Les murs du patrimoine sont quelquefois très réfractaires à la connexion Internet. Voilà, donc notre solution est une solution complète. On installe des microserveurs sur site et ces microserveurs contiennent tout l'ensemble des médias. Ça veut dire que le visiteur qui vient avec son smartphone ou sa tablette, lui n'a pas besoin de télécharger rien du tout, il se connecte sur un Wi-Fi de visite. C'est un Wi-Fi particulier qu'on installe nous-mêmes et qui permet d'avoir l'ensemble des contenus en streaming. Le numérique, ça permet d'avoir des nouveaux points de vue, de vivre de nouvelles expériences. Ça permet aussi, sur les jeux qu'on développe, qui sont des jeux très très courts, d'avoir un processus de gratification très efficace. Mais de plus en plus, on développe des outils numériques sans écran. Ça peut être une affiche. Le visiteur va aller devant et en fonction de où il va tout simplement regarder sur l'affiche, on va déclencher des choses. Ça peut être tout simplement du son, mais ça peut être des éclairages, ça peut être des vidéos qui se lancent, etc. etc. La visite guidée sur smartphone, l'idée c'est de s'en rapprocher au mieux de ce que ferait un véritable guide. On s'adresse à un public de quel profil? Le public familial, c'est une application le concept a été réalisé par l'Office du tourisme de Toulouse. Vous achetez un petit dépliant à l'Office du tourisme et vous avez l'application mobile qui vient en support du dépliant. Hey Toulouse! On a eu la chance d'être contacté par la mairie de Toulouse pour réfléchir à une série de films, une série de balades par quartier sur le patrimoine toulousain, qui soient en fait conçus comme des produits d'appel pour ensuite aller faire ces balades réellement en fait. La cible principale de cette commande de la mairie de Toulouse, c'était les jeunes et les jeunes actifs. L'idée, c'était de montrer que le patrimoine, c'est pas que des pierres poussiéreuses dans un coin sombre. Le patrimoine du quotidien, il est habité. Les habitants l'utilisent de tous les jours et donc ils sont les premiers acteurs du patrimoine. C'est eux qui le préservent, c'est eux qui le protègent par une réhabilitation, un projet de restauration, par une adaptation à des nouveaux usages. Plus on connaît le patrimoine, plus on se l'approprie, plus on le comprend et plus on va le faire connaître à son tour. Pourquoi est-ce que impliquer le citoyen
est important pour le citoyen. Je pense que ça, les chantiers remparts sont un bon exemple. Enfin, c'est important pour le citoyen parce que c'est tout simplement se rendre utile. Donc la personne agit et a le sentiment de faire quelque chose et de participer à la vie citoyenne, mais c'est aussi un enrichissement. C'est également formateur puisque on peut apprendre des connaissances techniques, patrimoniales, culturelles, historiques, archéologiques. Donc il y a énormément de domaines qui peuvent enrichir une personne. Au niveau du crowdfunding, est-ce que c'est pas justement de trouver des gens qui n'avaient pas l'idée de s'impliquer à la base? L'appropriation du patrimoine, c'est une logique très forte dans le crowdfunding parce que certes, il y a un besoin financier énorme pour le patrimoine. Je crois qu'on le chiffre à 2,3 milliards d'euros aujourd'hui. Et en plus de ça, pour les musées, les opérateurs, c'est l'occasion d'aller dialoguer avec leur public sur un autre segment. Ça va vraiment créer une ouverture pour le porteur de projet sur un nouveau monde et des nouveaux donateurs finalement. En fait, quand on parle de participation citoyenne, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau, le premier degré qui est simplement l'information, donc un système assez descendant et vertical. Après, on a la consultation. Il y a ensuite la concertation et ça va jusqu'à la co-construction. Nous, notre association organise des visites de chantier. Les propriétaires, en fait, ouvrent leurs portes dans leur projet de réhabilitation et accueillent 30, 40, voire 50 personnes qui ne connaissent pas. Ce milieu patrimonial est très, très académique. Et c'est vrai. Et il a fallu renouveler aussi un petit peu nos pratiques en partant des usages. Et donc, pour capter un public et un public un peu plus jeune, parce que c'est aussi la problématique, eh bien, on est passé par les nouveaux usages et donc Instagram. Et on a travaillé avec des influenceurs. Au niveau de Cité Remarquable, vous êtes allé plus loin que les réseaux sociaux. Vous avez monté votre propre application. Oui. On a développé une application qui s'appelle Cité l'appli. C'est très collaboratif puisque des points d'intérêt patrimoniaux apparaissent sur une carte géolocalisée. Si jamais un point d'intérêt n'y est pas, vous avez, vous, en tant qu'utilisateur, la possibilité de le créer et tous les utilisateurs peuvent ensuite commenter, partager. Pour nous, un bâtiment, si vous voulez, un bâtiment ancien, c'est des pièces détachées assemblées. Et toutes ces pièces détachées, évidemment, ont une origine historique, ont des capacités thermiques, structurelles, etc. Donc, comment arriver à restituer l'ensemble de ces informations pour que le propriétaire puisse être capable de s'adresser à un maître d'œuvre pour faire des travaux, pour pouvoir agir, par exemple, pour le développement durable, quelle fenêtre isolée ou pas, etc. etc. Donc plein d'informations que vous ignorez, vous ne faites rien parce que vous ne savez pas. Donc pour nous, c'est d'apporter le savoir à tout un chacun. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est une vieille maison qui existe depuis plus de 100 ans, qui est quand même le premier opérateur touristique et culturel de France. Et donc cette vieille maison a quand même une tradition d'innovation. Donc l'incubateur du patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui a vocation à accompagner des startups pendant 1 an. En fait, elles ont la liberté pendant 1 an de pouvoir expérimenter dans nos monuments. Elles apportent leurs prototypes et elles permettent aussi à nos visiteurs de disposer justement de dispositifs vraiment innovants. Plus la surface est intéressante, plus la géophysique a son rôle à jouer. Car dans certains cas, lorsqu'on a des petites surfaces, une fouille préventive suffit. Pourquoi on a plusieurs techniques? Pourquoi est-ce que une seule ne suffit pas? Chaque milieu a différentes propriétés physiques qui lui sont propres. Et plus on multiplie les méthodes, plus on se rapproche de la réalité. Pour la problématique de la cathédrale de Saint-Étienne, donc ils ont observé des remontées capillaires sur la façade extérieure de la cathédrale. Donc ils souhaitaient placer un drain, sauf qu'on est sur un site classé, donc il y a des terrassements de prévus. Donc là, une prospection géophysique est recommandée afin d'avoir des connaissances et ensuite ne pas tout simplement taper dans le vestige. Donc on n'est pas que sur de l'archéologie pure, de retrouver un site disparu, mais on est aussi sur de la préservation et de la maintien et de la sauvegarde du patrimoine. Oui, c'est un projet au musée des Augustins, un des premiers musées créés en France, quasi en même temps que le Louvre à la Révolution. Viollet-le-Duc décède et c'est un de ses élèves, Darcy, qui va réaliser le projet de Viollet-le-Duc,
qui emploie toutes les techniques de cette fin du 19e pour la présentation de l'œuvre d'art. Vous voyez la technicité employée là sur un éclairage zénital avec une double verrière. Aujourd'hui, on peut l'approcher par le numérique et tout ce qu'on a fait, donc c'est des vitrages Saint-Gobain qui sont en haut, qui sont avec un indice de rendu des couleurs calibré, des systèmes de store qui sont eux aussi calibrés. Du matériau innovant qui est calibré vraiment de manière très précise. On va passer maintenant au projet artisan numérique et à monsieur Monpère. Donc là, il y a tous les artisans durs, des métiers premiers, bouchers, maçons. Et c'était ça qu'il était intéressant d'investir. C'était de se poser la question de l'hybridation de ce savoir-faire, de ce patrimoine immatériel qui est le geste métier. C'est-à-dire de proposer aux artisans de ne pas s'éloigner dans leur atelier, de ne pas s'isoler dans leur atelier, de ne pas se tenir loin des Fab Labs, de ne pas se tenir loin des technos du BIM, de ne pas en avoir peur, mais au contraire de les investir pour que l'hybridation de leur savoir-faire avec les technos du numérique puisse éventuellement dessiner, designer un nouvel avenir.